Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année qui sera, je l'espère, pleine de vidéos. Et je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Bon, déjà comme vous avez pu le voir, j'ai refait le générique de début qui était un peu tristouné pour ajouter un peu de peps à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une icône hollywoodienne puisqu'on va s'attaquer à la carrière de la divine Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est une icône, mais pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, on a tous déjà vu Marilyn en photo ou en vidéo, mais qui s'est véritablement penché sur sa filmographie? Eh bien aujourd'hui, c'est ce que l'on va faire en décortiquant sa carrière en 10 films incontournables. Alors, déjà, avant de commencer la vidéo, je fais un petit disclaimer parce que il va y avoir beaucoup de noms américains, anglais et tout à prononcer dans la vidéo. Beaucoup de titres aussi américains, donc il se peut que mon accent français ressorte beaucoup lorsque je les prononce. C'est le 1er juin 1926 que Norma Jean Mortenson née à Los Angeles. La mère de Norma, c'est Gladys Pearl Baker Mortenson Monroe, femme d'origine mexicaine, qui est monteuse dans un laboratoire cinématographique. Et son père se nomme Martin Edward Mortensen. Ce Martin divorcera de Gladys avant la naissance de Norma, ce qui donnera des doutes à Marilyn pendant toute sa vie sur la véritable identité de son père. Marilyn, elle n'a pas eu la meilleure enfance du monde. Pas véritablement de père ni de mère, car la sienne est souvent internée à cause de troubles schizophréniques. Elle est donc placée en famille d'accueil. C'est finalement la meilleure amie de sa mère, Grace McKee, qui deviendra tutrice de la jeune Norma. Elle fera quelques études, mais ça l'intéresse pas vraiment. Très vite, à l'adolescence, Norma est repérée par les photographes pour sa beauté naturelle qui fait mouche auprès d'eux. C'est ainsi que Norma Jean commence sa carrière en tant que mannequin pin-up, ce genre qui fait sensation à l'époque. Mais Marilyn sait ce qu'elle veut. Elle prend le prénom Marilyn comme nom de scène et Monroe étant celui de sa mère pour se construire un personnage. Elle veut devenir actrice et elle sait que cette carrière de mannequin l'aidera à propulser ce rêve. Elle travaille d'arrache-pied pour y arriver, elle prend des cours de théâtre et de chant, et change son apparence en devenant blonde, et s'aide même à la chirurgie pour affiner son visage. Une star est en train de naître. Elle fait sa première apparition dans le film Dangerous Years d'Arthur Pierson et obtient un rôle important dans les reines du music hall, Ladies of the Chorus en anglais, mais cela ne convaincra pas le public. Il faudra attendre plusieurs années pour que la Marilyn émerge. Pour moi, le premier film qui met réellement en valeur Marilyn, c'est Troublez-moi ce soir, autrement dit Don't Bother to Knock en anglais. Encore une superbe traduction française parce que normalement ça veut dire entrer sans frapper, mais bref. Le film est de Roy Baker, est sorti en 1952. Il est inspiré du roman Mischief, sorti en 1950 de Charlotte Armstrong. Le film raconte l'histoire de Nell, une jeune femme engagée pour garder un enfant qui s'appelle Bunny, sous les conseils d'Eddie, l'oncle de Nell et le liftier de l'hôtel. Si la femme paraît gentille et resplendissante dès le début du film, il y a tout de même un souci dont on s'aperçoit au fur et à mesure du film. En effet, on ne connaît rien sur cette Nell. Tout bascule quand elle s'habille avec les vêtements de la mère de Bunny et met ses bijoux. Cela attire son voisin de fenêtre, Jed, interprété par Richard Widmark, qui est subjugué par la beauté de la jeune femme, qui prétend habiter la chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'il découvre toute la vérité et que tout dérive.
Le film est un drame psychologique qui montre la difficulté de faire le deuil et montre jusqu'où le cerveau humain peut nous entraîner pour l'éviter. En gros, c'est ce qu'on appelle le déni. Dans ce film, Marilyn nous émeut de par sa fragilité déjà présente et surtout son jeu d'actrice dramatique qui est révélé au grand jour avant de jouer la nunuche blonde, quoi. Bref, je pense que Troublez-moi ce soir est un film assez méconnu de la carrière de Marilyn qu'il faut voir pour comprendre que Marilyn était une véritable actrice et pas simplement une pin-up blonde. Le film qui suit, intitulé Niagara d'Henry Hathaway, sorti en 1953, confirme le talent de Marilyn à l'écran et ici montre l'aspect de la femme diabolique. Le film raconte l'histoire d'un couple arrivant en vacances dans des bungalows situés à côté des chutes du Niagara. Ils y rencontrent Rose Loomis, interprétée par Marilyn, qui, mariée à George, interprété par Joseph Cotten, semble aimer son mari et prendre soin de lui, qui est soi-disant malade. En réalité, Rose prépare un plan diabolique avec son amant pour évincer son mari, sauf que le plan ne va pas se dérouler comme prévu. Je ne peux pas en dire plus, bien sûr, pour ne pas spoiler, mais dans ce film, Marilyn interprète vraiment la femme diabolique et innocente, dont presque tout le monde croit l'histoire grâce à ce film. Le film consacre Marilyn à l'écran une nouvelle fois. Cette fois, l'icône commence réellement à émerger. S'il y a bien un film que les gens ont vu avec Monroe, c'est Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks, sorti en 1953. C'est un remake d'un film muet de Malcolm Sinclair de 1928 et une adaptation de la comédie musicale éponyme faite à Broadway en 1949. Dans ce film, Marilyn interprète Lorelei Lee, une danseuse et chanteuse qui collabore avec Dorothy Shaw, interprétée par Jane Russell. Le film raconte l'opposition totale entre les deux jeunes femmes, malgré leur amitié. Lorelei est attirée par les hommes qui ont de l'argent, et d'ailleurs elle est fiancée à Gus Esmond, alors que Dorothy est attirée par les hommes souvent dépourvus d'argent. Lors du film, elles se rendent en France, et elle leur arrive toutes sortes d'aventures, notamment à Lorelei, qui est surveillée de près par Dorothy, pour qu'elle évite tout ce qui pourrait amener à rompre ses fiançailles. Les hommes préfèrent les blondes, c'est le must de la comédie musicale et certainement le point d'apogée de Marilyn, qui cette fois-ci est vue comme une vedette en devenir par la 20th Century Fox, excusez-moi pour la prononciation. Les musiques, les répliques, le jeu des actrices, la complicité de Marilyn et de Jane Russell, tout a été calculé pour que le film soit une réussite. Le film est une référence pour beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est dans le début du film où les deux Stark interprètent la chanson A Little Girl from Little Rock qui inspirera Jacques Demy pour les robes rouges des sœurs Garnier dans Les Demoiselles de Rochefort pendant leur numéro dansant. C'est aussi dans ce fameux film que nous entendons la fameuse chanson Diamonds Are the Girl's Best Friends, qui deviendra littéralement un symbole de la culture populaire et qui inspirera 30 ans plus tard une certaine Madonna pour son clip Material Girl. Malgré le succès du film, Marilyn ne sera payée que 15 000 $, alors que Jane en aura 150 000. Ce que Jane soulignera, ne trouvant pas cela normal, et elle a bien raison, vu le succès que le film a eu. S'il y a bien un film qui, contrairement aux hommes préfèrent les blondes, ne transforme cette fois pas Marilyn en nunuche blonde sans cervelle, c'est le film Rivière sans retour d'Otto Preminger, sorti en 1954. Le film raconte l'histoire de Matt Calder, interprété par Robert Mitchum, qui vient chercher son fils Mark dans un camp de chercheurs d'or. Son fils a été pris sous l'aile de Kay Wilson, interprétée par Marilyn, une chanteuse de cabaret qui cherche à partir avec son amant Harry Weston, interprété par Rory Calhoun. Alors que Matt et son fils s'installent dans une maison de campagne au milieu des bois et proche d'un fleuve, ils viennent en aide à Kay et à Harry qui, sur un radeau, sont un peu trop emportés par le courant de la rivière sans retour. En guise de remerciement, Harry, qui souhaite rejoindre Council City, vole le fusil de chasse de Matt et son cheval pour rejoindre la ville. Kay reste avec Matt et son fils car Matt s'est blessé lors d'une bagarre avec le fameux Harry.
Les trois compères qui n'ont plus que le radeau pour rejoindre Harry s'engagent dans la rivière et dans la forêt et sont poursuivis en plus par les Indiens. Rivière s'en retour met en avant Marilyn dans une interprétation plus dramatique comme à ses débuts dans le cinéma en jouant la femme désespérément amoureuse d'un brigand qui se fiche totalement d'elle. En plus, pour une fois, ce n'est pas la femme qui tombe amoureuse de n'importe qui, ni la femme qui va se laisser faire. Et il n'y a pas vraiment de scène où le réalisateur va profiter de la plastique de l'actrice pour une fois. S'il y a bien un autre film dont nous devons parler, c'est de 7 ans de réflexion de Billy Wilder, sorti en 1955. Le film est une adaptation de la pièce de George Axelrod. Le film, c'est l'histoire de Richard Sherman, interprété par Tom Ewell, qui va déposer sa femme et son fils en vacances et se retrouve seul dans son appartement pour continuer à travailler. Lui qui a toujours été fidèle à sa femme, c'est la première fois qu'il est tenté par une jeune femme dont on ne saura guère le nom dans le film, qui est bien évidemment interprétée par Marilyn, qui s'installe dans l'appartement juste au-dessus pour les vacances. C'est alors que Richard va inviter chez lui cette fille, dans l'espoir de la séduire, mais les maladresses vont s'enchaîner et surtout les remords d'avoir des pensées envers cette jeune femme vont l'envahir. Elle, top modèle naïve, ne se rend guère compte des pensées de son voisin. C'est dans ce film qu'il y a la fameuse scène de la bouche de métro qui fera rentrer Marilyn encore un peu plus dans la légende en dévoilant ses jambes devant des milliers de spectateurs venus assister à la scène tournée en extérieur. La scène fut tournée de nombreuses fois car soi-disant qu'à chaque prise il y avait un souci. Mais la vérité en est tout autre. La scène a été tournée plusieurs fois car les hommes sur le plateau voulaient juste se rincer l'œil. D'ailleurs, la scène fut retournée le lendemain en studio en une prise, car soi-disant les prises de la veille n'étaient pas bonnes. Cet événement mettra fin à son mariage avec Joe DiMaggio, qui trouvera la scène trop osée et en a marre que tant d'hommes voient sa femme sous tous les angles. S'il y a bien un film dont je trouve que l'on parle peu dans la filmographie de Marilyn, c'est Arrêt d'autobus, ou plutôt Bus Stop, de Joshua Logan, sorti en 1956. Le film est tiré d'une pièce de William Inge. Le film nous conte l'histoire de Beauregard Decker, interprété par Don Murray, qui se rend à Phoenix pour un concours de rodéo avec son ami Virgil Blessing, interprété par Arthur O'Connell. Beauregard, surnommé Beau, déclare à son ami que, n'ayant jamais connu l'amour, il espère rencontrer un ange à Phoenix qui comblerait son cœur. Cet ange, c'est Chérie, une chanteuse de cabaret qu'il va vite tenter de conquérir, ou plutôt faire du forcing pour l'obtenir, allant jusqu'à la proposer en mariage dès leur rencontre. S'ensuit un enchaînement de péripéties où Chérie, bien sûr interprétée par Marilyn, essaye de se défaire de Beau qui ira jusqu'à la prendre en otage dans le bus qui le ramène dans le Montana. Même si cette fois, le personnage de Marilyn semble dès le premier coup d'œil stupide, ce n'est pas le cas. On a affaire à une jeune femme désespérée qui tente de fuir un homme aux manières peu convenantes. Un homme qui vient de la cambrousse, quoi. Bref, un film drôle et divertissant à découvrir dans la carrière de Marilyn. Le prochain film dont on va parler est Le Prince et la danseuse de Laurence Olivier, sorti en 1957, tiré de la pièce The Sleeping Prince de Terence Rattigan. Le film conte l'histoire du couronnement de George V sous la surveillance de Charles, le grand-duc et régent du royaume, interprété par Laurence Olivier. Ce dernier, pour s'amuser un peu, va inviter Elsie Marina, une jeune femme travaillant dans le cabaret The Coconut Girl, sauf qu'Elsie est tout sauf bête et ne va pas se laisser guider par le régent comme il le souhaiterait. Elle, qui devait passer une soirée au château royal, va au final y passer plusieurs jours et même assister à une cérémonie officielle pour accompagner la reine-mère lors du défilé officiel. Si le régent et la danseuse sont attirés l'un par l'autre, Charles, de caractère froid, va avoir du mal à se dérider. Si le film a été nominé pour de nombreux prix, il n'en gagna aucun mais n'en reste pas moins bien à regarder, ne serait-ce que pour voir l'évolution du prince Charles et le personnage de Marilyn qui tente d'amener un peu d'amour dans cette triste famille royale. On assiste à une confrontation de deux mondes, la royauté et le peuple. Le prochain film dont je dois parler, c'est le fameux Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, sorti en 1959.
Le film est un remake du film français Fanfare d'amour, sorti en 1935. Le film se déroule en 1929 où Joe, interprété par Tony Curtis, et Jerry, interprété par Jack Lemmon, respectivement saxophoniste et contrebassiste, ne trouvent pas d'emploi. Après avoir assisté à un règlement de compte entre mafieux, les deux sont poursuivis par des malfrats qui veulent leur peau. Leur seule issue de secours est de se travestir pour entrer dans un orchestre essentiellement composé de femmes, dont Sugar Cane, interprétée par Marilyn. Bien évidemment, les deux se lient d'amitié avec elle et en tombent amoureux. Certains l'aiment chaud, ce n'est pas seulement une comédie cucu comme on pourrait croire, c'est une réelle comédie remplie de blagues, et l'une des premières fois où des acteurs acceptent de se travestir pour la majorité de films, ce qui donne lieu à des scènes souvent rocambolesques. À l'origine, cela devait être Mitzi Gaynor qui devait tenir le rôle de Marilyn, qui, elle, en avait assez du rôle des blondes nunuches et ne voulait pas faire le film. Finalement, elle accepta pour des raisons financières. Cela devait aussi être Frank Sinatra qui devrait jouer un des deux hommes, mais il refusa de se travestir. Bah, tant pis pour lui. Monroe était tout le temps en retard sur les plateaux de tournage, ce qui agaça profondément l'acteur Tony Curtis, qui répliquera au journaliste qui lui demanda comment c'était d'embrasser Marilyn, rétorquera « c'est comme embrasser Hitler ». Bon, on va mettre ça sur le coup de la colère. Malgré tout cela, le film fut un grand succès et fut récompensé par les Golden Globes, notamment celui de la meilleure actrice pour Marilyn, mais elle ne fut pas nominée aux Oscars. Le prochain film dont nous allons parler est certainement plus connu pour la polémique qu'il a suscité que pour le film en lui-même. Il s'agit du film Le Milliardaire, ou Let's Make Love en anglais, réalisé par George Cukor et sorti en 1960. Le film nous raconte l'histoire du milliardaire Jean-Marc Clément qui apprend qu'une comédie musicale à son sujet va se produire sous peu. Il décide donc d'aller voir les répétitions et personne ne reconnaît sa véritable identité. Il accepte donc de participer à la pièce, mais aussi parce qu'il a des vues sur la vedette principale de la pièce, qui est Amanda Dell, qui n'est autre que Marilyn, bien sûr, bien qu'elle soit en couple dans le film. Jean-Marc Clément va alors prendre le nom d'Alexander Dumas et ne va cesser de prendre des cours auprès des plus grands pour pouvoir se perfectionner dans les arts du spectacle. Par exemple, Bing Crosby pour le chant ou encore Gene Kelly pour la danse. Vous vous demandez certainement pourquoi Yves Montand se retrouve en Amérique. Eh bien en fait, il a fait une série de concerts là-bas qui a plu au public américain. Et donc des producteurs se sont dit ce serait peut-être bien de le mettre dans une comédie musicale. C'est ainsi qu'il finira aux côtés de Marilyn dans Let's Make Love. Si le film est connu, c'est surtout pour la liaison qu'entretiendront les deux personnages principaux pendant le film, attirance que l'on voit bien dans le film, tous les deux mariés. Pourtant, Yves Montand trompe Simone Signoret et Marilyn Monroe trompe Arthur Miller. Cependant, Montand mettra fin à la relation en reportant en France pour sauver son mariage et Signoret ne dira à la presse que ceci, qui aurait pu résister à Marilyn. Pourtant, le couple ne sera plus jamais le même. Le dernier film dont on va parler est le dernier film achevé de Marilyn. Il s'agit des Désaxés, ou plutôt The Misfits, de John Huston, sorti en 1961. Les Désaxés, c'est l'histoire de Roselyne Tabler, une femme totalement perdue dans sa vie, qui vient de divorcer et qui rencontre deux cow-boys, Gay Langland, interprété par Clark Gable, et Pierce Holland, interprété par Montgomery Clift. Roselyne, tombant sous le charme de Gay, va s'installer à la maison inachevée de Guido, interprété par Eli Wallach. Les compères vont alors attraper un troupeau de chevaux sauvages pour gagner l'argent comme à la vieille époque, sauf que Roselyne n'est pas du tout de cet avis. Le rôle de Roselyne a été écrit par son ex-mari Arthur Miller pour elle, car Marilyn était Roselyne à cette époque, en grave dépression. L'actrice boit et prend beaucoup de médicaments, et est en retard sur le plateau de tournage et a du mal à donner les répliques. Quant à Clark Gable, il mourra avant la fin du montage du film. Le film est un échec commercial, seulement 896 256 entrées pour 4,1 millions de dollars de budget, et il n'obtiendra aucune récompense.
Je crois que seuls les gens perdus peuvent comprendre ce film, ce qui met en lumière la détresse de l'actrice à ce moment-là. Il s'agit là du dernier véritable rôle de Marilyn, mais aussi un parallèle avec sa propre vie. En 1962, Marilyn tourne le film Something Got to Give de George Cukor, mais le film sera inachevé. En effet, la dépression, l'histoire avec les Kennedy, les histoires d'amour foireuses de l'actrice auront raison d'elle. Suicide ou complot, l'actrice s'éteint dans sa chambre d'hôtel le 4 août 1962, seule avec sa tristesse. Marilyn, c'était, ou plutôt c'est l'icône de l'actrice hollywoodienne, la femme fatale, la femme qui représente un idéal perdu aujourd'hui. Pour moi, c'est l'actrice qui montre qu'avoir des formes n'est pas un drame. Elle représente toutes les femmes à travers toutes les photos et films que l'on peut voir d'elle encore aujourd'hui. Iconée, encore adulée aujourd'hui, on a cependant tendance à oublier que Marilyn, c'était une femme vulnérable comme nous tous. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas voir en Marilyn que la pin-up blonde commerciale, mais voyez aussi la femme qui se cache derrière et qui a toujours été une formidable actrice, et une femme qui a travaillé dur pour atteindre le sommet sans jamais en redescendre. Et surtout la femme qui a résisté aux pervers d'Hollywood pour réussir par elle-même. J'espère que cette vidéo sur Marilyn vous aura plu. Moi, cela m'a plu de découvrir l'univers hollywoodien car je m'y connais pas trop. Et surtout d'en apprendre plus sur Marilyn. Et vous, du coup, dites-moi quel est le film que vous avez préféré dans sa carrière. Pour moi, je pense qu'il s'agit des Désaxés. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Happy birthday to you. Mr. President.